Alors je le disais, la performance énergétique des bâtiments, c'est l'un des grands défis que nous devons relever dans les prochaines années. Je rappelle que le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises. Il génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour diminuer ces consommations, la France durcit de décennie en décennie la réglementation autour de la performance énergétique des bâtiments. Pour y parvenir, plusieurs leviers ont été activés depuis une vingtaine d'années, des normes de construction de plus en plus ambitieuses, des dispositifs d'aide à la rénovation qui s'étoffent, le renforcement de certains diagnostics obligatoires. En matière de bâtiments résidentiels, ça fait déjà plus de 20 ans que les enjeux environnementaux ont commencé à être pris en compte. Les normes de construction se sont renforcées, RT 2005, puis RT 2012 et RE 2020. De nombreuses certifications ont aussi vu le jour, NF Habitat, Effinergie, BBC, on en passe. Améliorer notre habitat, c'est aussi un défi qui va se relever, en particulier dans les copropriétés, et on est bien placé pour le savoir à Lyon, où on a un certain nombre d'immeubles et donc de copropriétés. Sébastien Caté-Wagner de l'Agence nationale de l'habitat, c'est le bras armé du gouvernement pour déployer les ambitions de rénovation, notamment auprès des particuliers. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quels sont les grands enjeux en matière de rénovation énergétique pour les immeubles résidentiels à l'horizon 2050 ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je me répète, Sébastien Caté-Wagner, responsable du service Habitat digne et durable. Pardon, oui, pas indigne. Mais tout de même, je voulais quand même le préciser. Vous avez entièrement raison. L'habitat collectif fait partie des enjeux majeurs des accords de Paris, du plan climat qu'il y a eu ces dernières années. C'est pas pour rien qu'il y a des nouvelles lois qui tombent les unes après les autres pour accélérer, on va dire, la rénovation de bâtiments collectifs. Quand on parle de bâtiments collectifs, ça peut être de la monopropriété, donc bailleur social ou propriétaire unique d'un immeuble, mais aussi la copropriété, où l'enjeu est très important parce qu'on Parlez bien dans le micro. On est dans du collectif, excusez-moi, je le mets bien. On est dans du collectif et dans le monde de la copropriété, c'est plus compliqué à lancer des projets de rénovation énergétique parce que c'est le collectif qui doit se pousser vers une rénovation globale. En chiffres, c'est à peu près 10 millions de logements qui sont en copropriété en France. On est passé il y a 20 ans à 20% du parc à aujourd'hui 28% du parc. Donc c'est un parc qui croît. On voit bien dans le projet d'avant, on est plutôt dans de l'habitat collectif, donc copropriété, c'est normal. On construit plutôt du logement collectif pour densifier, pour éviter les effets ZAN, etc., qu'il y a aussi à respecter. C'est aussi la vente HLM qui crée de la copropriété. Donc on a de nouvelles copropriétés de ce type-là. Et les monopropriétés, souvent en centre ancien, qui se transforment en copropriété suite succession qu'il y a derrière. Et dans ces copropriétés, dans ces 10 millions de logements, vous avez à peu près 15% des logements qui sont étiquettes F ou G. Donc on a une importance capitale à traiter, on va dire, ces logements-là. Donc c'est ceux qu'on appelle les passoires énergétiques. C'est ça, c'est les passoires énergétiques pour y aller. Il y en a qui vous diront vers à moitié plein, vers à moitié vide, c'est que 15% du parc. Mais c'est quand même 15% du parc et c'est le monde de la copropriété est difficile, en tout cas pour ceux qui sont copropriétaires. On voit bien que le moindre vote, le moindre projet prend un temps assez fou et c'est pas pour rien qu'il y a des réglementations qui sont tombées. Notamment, je pense au DPE collectif qui devient obligatoire aujourd'hui pour les grandes copropriétés, qui sera de petit à petit obligatoire pour les autres copropriétés. Le plan pluriannuel de travaux pour acter dans le temps les travaux de rénovation énergétique à faire ou autres travaux, parce qu'il y a toujours d'autres travaux à faire. Et je pense notamment aux structures des immeubles et je pense aux centres anciens où on a quand même des effondrements d'immeubles. Donc il n'y a pas que la rénovation énergétique qui compte, c'est aussi l'entretien en fait, du bâti. Et donc il y a ces importances-là à mettre en œuvre dans l'habitat collectif. Alors l'objectif annoncé, c'est quand même de tendre vers un parc qui est de très bonne qualité, puisque pour 2050, l'idée, ce serait d'avoir un ensemble avec un DPE de classe A, B ou C. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'il y a une marge de flexibilité ? On pense notamment au DPE de classe D qui compose presque un tiers du parc actuellement. Alors l'objectif est donné, c'est que l'ensemble des bâtiments collectifs fassent 50% de gains énergétiques ou de baisse de gaz à effet de serre. Clairement, il y a des immeubles qui ne pourront pas faire plus que D, à mon sens, dans les technologies actuelles. Je pense notamment, même si je ne suis pas parisien, mais je suis parisien et pas lyonnais, excusez-moi, donc le Vieux-Lyon, ça va être compliqué de faire de l'isolation par l'extérieur parce qu'on a un effet patrimoine, on a un effet architectural qu'il faut savoir conserver. Il y a des idées d'isolation par l'intérieur, etc., mais c'est qui touche la ventilation. On voit bien qu'il y a des immeubles, atteindre l'étiquette B va être difficile. Mais il y a d'autres immeubles, on voit que c'est plus facile de les atteindre. Donc tout dépend en fait de l'accompagnement et surtout de la maîtrise d'œuvre de l'architecte qui est là en tant que conseil et des espaces France Rénov pour accompagner tous les copropriétaires sur ce qu'il y a de mieux à faire en tant que travaux. Travaux partie commune, donc qui est la copropriété qui doit décider, mais aussi les travaux en partie privative qui doivent être faits. Et ça, c'est tout l'enjeu
parce que j'entends qu'il faut, GRDF peut-être me le dira à côté, qu'il faut tout sortir du gaz, mais en logement individuel, c'est très compliqué, on ne va pas faire l'électrique partout. En fait, c'est tout ce sujet-là qui a à voir, et chaque bâtiment, en fait, est unique en son sens, et c'est vraiment le diagnostic qui permet de savoir là où on peut atteindre au maximum par étape ou par rénovation globale la meilleure étiquette pour le bâtiment. On reviendra tout à l'heure avec Yann Noblet sur les enjeux autour du gaz. Alors, pour relever ces défis énergétiques du bâtiment, l'État français a lancé en 2020 un arsenal d'aide à la rénovation qui s'appelle MaPrimeRénov'. Dans le cadre de MaPrimeRénov', il y a un programme d'aide à la rénovation énergétique qui est dédié à la copropriété, justement, qui s'appelle MaPrimeRénov' Copropriété. Comment ça fonctionne ? En quoi consiste ce dispositif, Sébastien Catté ? Alors c'est une aide à la copropriété, donc à tous les copropriétaires, qu'importe leurs revenus, qu'importe les conditions de loyer qu'il y a, c'est vraiment une aide à la copropriété, donc vous aurez cette aide selon votre quote-part de travaux, donc grand logement, petit logement, selon ce que vous allez payer. Ce qui est demandé, c'est un minimum de 35% de gains énergétiques, être au registre national d'immatriculation des copropriétés, qui est obligatoire depuis maintenant quelques années, et d'être mis à jour, et d'avoir au moins 75% des lots qui sont dédiés à l'habitation, c'est-à-dire que l'ANA ne finance pas du bureau. Ne finance pas du tertiaire. Une fois que vous avez ces critères-là, vous avez une subvention minimum de 30% du montant des travaux plafonnés à 25 000 euros par logement, qui peut monter à 45% si votre gain énergétique est de 50%, c'est-à-dire qu'on donne un bonus à ceux qui font plus. Et bien entendu, une prime de sortie de passoire, parce que pour les immeubles que je vous disais en F et G, en fait, le coût de travaux est très important. Donc on rajoute 10% aussi en sortie de passoire. Et enfin, on pense, parce qu'en copropriété, vous avez des multiples revenus, et je pense aux propriétaires occupants modestes ou très modestes, je pense notamment aux retraités qui ont une petite retraite, il y a des primes en plus qui vont jusqu'à 3 000 euros pour les personnes aux revenus modestes. Vous avez dit qu'il y a des espaces France Rénov' qui ont été ouverts justement pour obtenir de l'information et de l'aide sur ces enjeux de rénovation. On en a un à Lyon, hein, c'est ça, qui est dans le 6e arrondissement. Qui est un des meilleurs de France, qui est l'ALEC de Lyon, que je conseille fortement 14 aller places voir. Jules Ferry, très exactement. Sur le régime des copropriétés, ils sont très forts, et je tiens à féliciter aussi le Grand Lyon Métropole, par le programme Éco-Rénov', qui s'adapte parfaitement aussi à MaPrimeRénov' copropriété. Donc c'est aussi le soutien des collectivités qui permet ça, et l'ALEC de Lyon est en capacité de conseiller de bout en bout les copropriétaires, et c'est pas pour rien qu'en à peine 2 ans d'existence, c'est près de 6 800 logements qui ont bénéficié de l'aide MaPrimeRénov' copropriété dans le Grand Lyon Métropole, et c'est près de 27 millions d'investissements de l'ANA. Donc on est quand même dans un cap où Lyon Métropole est en train de basculer dans une rénovation forte énergétique du bâtiment existant, même si je dois comparer au niveau de la région, on a Annecy qui fait beaucoup mieux actuellement, parce qu'Annecy a une maîtrise assez forte de son patrimoine, que Grenoble, par son programme Murmure aussi, avance fortement, mais que Lyon Métropole est en train de basculer dans une rénovation forte de l'habitat privé collectif, parce que Lyon Métropole, dans chaque projet qu'ils ont, j'aurais pu poser la question tout à l'heure pour Lyon-Pardieu, c'est que fait-on de l'existant dans chaque projet que je mène dans mon quartier, et avec des programmes de rénovation énergétique des copropriétés. On a avec nous Yann Noblet de GRDF. Alors, que ce soit en résidentiel ou dans le tertiaire, on voit qu'il y a une volonté de décarboner nos consommations énergétiques. Si les deux énergies les plus utilisées sont le nucléaire à hauteur de 40% et le pétrole à hauteur de 30%, le gaz naturel correspond encore à 15% des consommations à l'échelle du pays. En tant qu'énergie fossile, Yann Noblet, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais le gaz naturel fait partie des énergies qui sont dans le viseur de la réglementation, puisque la RE 2020, la réglementation environnementale, donc qui définit un peu le cahier des charges des constructions neuves, rend plus ou moins impossible l'utilisation du gaz. Les Français qui se chauffent au gaz, ils sont encore très nombreux. Comment GRDF peut les accompagner aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors peut-être juste un point de rectification. On parle beaucoup de l'interdiction du gaz dans la réglementation environnementale 2020, pardon. Alors c'est pas tout à fait une interdiction. Non. Alors c'est pas le gaz qui est interdit, c'est son niveau d'émission en fait. Donc on peut très bien utiliser le gaz dans le neuf, dans la RE 2020, en maison individuelle, condition que ce soit associé à une énergie moins carboné. Moins carboné, comme l'électricité par exemple. Par exemple, voilà. Dans le logement collectif, alors pour le coup, on a encore la possibilité d'installer des chaudières individuelles gaz. Bon, d'ailleurs, les promoteurs immobiliers le savent bien, puisqu'aujourd'hui, c'est encore principalement cette solution qu'ils choisissent. Même si
beaucoup d'entre eux basculent vers des énergies moins carbonées de type électricité par exemple, ou réseau de chaleur urbain, notamment dans la métropole de Lyon, puisque vous avez peut-être suivi, mais enfin, un décret rend obligatoire le recours au réseau de chaleur urbain à partir du moment où on est situé sur une zone de déploiement prioritaire. Voilà, donc juste pour peut-être rectifier sur la réglementation. Sur la réglementation voilà, il faut nuancer. Qu'il faut nuancer. Okay. Quel type d'équipement on peut installer aujourd'hui pour remplacer ou du moins améliorer sa chaudière pure gaz? Alors on peut toujours remplacer sa chaudière gaz par une chaudière gaz. Autre point de rectification. En fait, aujourd'hui, on encourage les consommateurs à remplacer leur chaudière gaz par des chaudières qu'on appelle THPE, à très haute performance énergétique, ou chaudières à condensation, qu'on entend plus régulièrement dans le langage, qui permettent déjà une réduction de entre 20 et 30% de consommation d'énergie. Alors, c'est vrai qu'en revanche, et ça sera certainement confirmé, elle est moins accompagnée par les aides financières publiques. Elle n'est pas éligible à MaPrimeRénov', par exemple, ni au C2E. En revanche, la TVA à 5,5 s'applique. Les C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie. En revanche, elle est éligible à la TVA à 5,5 et l'éco-PTZ. Voilà. Autre point de précision, il faut quand même savoir qu'en France, 50% des rénovations se font sans aide financière publique. Comment vous l'expliquez, ça, Sébastien Caté-Wagner? Alors, je parle pour MaPrimeRénov' copropriété. Oui. D'abord, je vous rassure, dans MaPrimeRénov' copropriété, mettre une chaudière gaz est toujours possible. Parce qu'en copropriété, c'est beaucoup plus compliqué de changer de système de chauffage. Donc, je tiens à vous rassurer là-dessus. En tout cas, en copropriété, il y a cette idée-là. Notamment, comme vous disiez, on vérifie s'il y a un réseau de chaleur à proximité pour respecter aussi la réglementation. En copropriété, en fait, on demande une rénovation dite globale. C'est-à-dire qu'on demande un gain énergétique important de 35%. Donc il faut que la copropriété lance de gros travaux. Elle ne peut pas faire qu'un seul geste. C'est-à-dire ça peut être l'isolation des façades, de la toiture, les changements de chauffage. On est dans plusieurs gestes. Et en fait, vous avez différents types de copropriétés qui font tout d'un coup, et donc qui rentrent dans MaPrimeRénov' copropriété, et d'autres qui font selon les besoins de l'immeuble. C'est-à-dire qu'elles ont un pignon qui commence à aller mal, ben elles en profitent pour mettre un isolant. Et là, tout d'un coup, ça ne rentre plus dans l'aide MaPrimeRénov' copropriété puisqu'on cherche de la rénovation globale. Cette aide de l'État, c'est de la rénovation globale. Mais elle ira plutôt chercher des certificats d'économie d'énergie ou rien, selon la connaissance, on va dire, de la copropriété des aides. En général, quels sont les travaux les plus coûteux pour les copropriétés? Clairement, c'est l'isolation des façades qui est le plus coûteux parce que rien que l'échafaudage, c'est 30% du chantier. Et donc, le changement du système de chauffage? Le changement du système de chauffage est souvent le troisième poste en coût de travaux. Après, ça dépend si on est en chauffage collectif ou individuel et qu'ils le mettent en partie privative. Et donc, s'il faut refaire tous les réseaux, ça peut être très coûteux. Mais là, j'ai plutôt un confrère qui est plus expert que moi. Oui, c'est là où je voulais en venir par rapport à votre question. Même si, effectivement, dans certains cas, en particulier dans les copropriétés, il est difficile de remplacer une chaudière individuelle gaz par un autre système, au point que même, par exemple, sur la métropole de Lyon, alors on n'interdit pas le remplacement par des clims, mais enfin, c'est fortement déconseillé, notamment parce que ça a une incidence sur les îlots de chaleur. Quand on sait par ailleurs que la métropole... Donc d'avoir un système qui fait les deux, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, les systèmes de climatisation rejettent de la chaleur à l'extérieur, et ça aggrave en fait la problématique des îlots de réchauffement. Voilà, ne serait-ce que pour cette raison-là, mais on pourrait en citer bien d'autres. Voilà, il est toujours difficile de changer sa chaudière individuelle gaz par un autre système. Donc on accompagne ces transformations, qui n'empêchent pas effectivement d'avoir une vision globale de la rénovation. Et on accompagne donc ces changements-là par des chaudières à condensation qui nécessitent la plupart du temps d'installer des conduits de fumée collectifs avec un coût d'investissement là un peu plus élevé, qui sont éligibles d'ailleurs à MaPrimeRénov', et que nous on bonifie aussi avec un accompagnement financier, évidemment aussi technique, puisqu'on accompagne aussi l'audit dans ce cadre-là.
Alors justement, sur les enjeux de rénovation énergétique, on a aussi toute une partie des bâtiments tertiaires, au-delà du résidentiel. On a avec nous Hakim Amadou, donc, qui est ingénieur expert à l'ADEME, l'Agence de développement durable en France. Les enjeux de rénovation énergétique, on en parle beaucoup, mais moins pour le bâtiment tertiaire. Enfin, en tout cas, c'est moins visible. Et pourtant, le bâtiment tertiaire, on en a beaucoup, notamment dans une métropole comme Lyon, qui possède une économie très dynamique. Hakim Amadou, vous aidez notamment les acteurs économiques et industriels à économiser les ressources et l'énergie. Quels sont les objectifs justement pour les bâtiments tertiaires en termes de ressources énergétiques Bonjour, et de consommation? ADEME, Agence de la transition écologique. Et merci pour votre invitation. Tout à l'heure, vous citiez, je crois, en introduction un chiffre, le secteur du bâtiment comme responsable de environ 45% de consommation d'énergie. Dans ce 45%-là, vous avez à peu près 2 tiers qui sont consommés par les logements et 1 tiers par le secteur tertiaire. Secteur tertiaire public et privé, donc ça va des bâtiments d'enseignement, de bureaux, les commerces, l'hôtellerie, la restauration, tous les bâtiments du secteur médico-social et sanitaire. Voilà, donc ça embrasse toutes ces destinations de bâtiments. Et la mesure phare pour réduire ce tiers, c'est la mise en œuvre du décret tertiaire. Donc là, qui concerne le dispositif éco-énergie tertiaire, qui concerne, si on simplifie, les bâtiments qui vont avoir une surface de plus de 2000 m² et qui vont avoir des obligations de résultats en termes de baisse des consommations. Donc là, ça concerne toutes ces entreprises qui occupent des locaux de plus de 1000 m². Alors les entreprises, mais aussi les collectivités, pour le parc de bâtiments publics, et qui vont avoir effectivement à réduire de manière assez substantielle leur consommation, à commencer par 2030. Dès 2030, avec un premier saut de 40% d'économie d'énergie, ensuite moins 50 et moins 60%. Moins 50 en 2040, moins 60 en 2050. Tout à fait. Et avec alors ça, c'est l'exigence en valeur relative. Et puis vous avez aussi la possibilité de pouvoir satisfaire donc les assujettis au décret tertiaire cette obligation en restant en dessous d'une valeur absolue qui est fixée par destination de bâtiment, qui s'appliquera plus aux bâtiments plus récents, plus performants, qui iront plutôt chercher à satisfaire cette valeur absolue. Comment on mesure aujourd'hui les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires? Est-ce qu'il y a un DPE des bâtiments tertiaires, comme on peut le voir dans le résidentiel avec le diagnostic de performance énergétique? Il y a aussi un DPE, oui. Alors lui qui n'a pas fait l'objet qui est à peu près resté, il me semble, dans son jus. Le DPE, il doit dater de 2006 ou 2007. Une vingtaine d'années, oui. Je crois, voilà, une vingtaine d'années. Et donc c'est comme pour effectivement un équivalent au DPE avec une lettre et qui concerne, alors à la différence du logement, toutes les consommations du bâtiment. En revanche, il est segmenté en fonction de la destination du bâtiment. Son échelle est adaptée à la destination du bâtiment et son usage, parce qu'un usage dans un bâtiment de bureau ou dans une école ou un commerce, un hôpital, ça n'a absolument rien à voir. Donc du coup, le législateur a adapté une échelle en fonction de la destination du bâtiment. Alors concrètement, qui porte la rénovation des bâtiments tertiaires aujourd'hui entre le propriétaire des murs et l'occupant? Alors si on est dans le secteur, on va dire par exemple, parce que votre question elle est plus en lien avec le secteur tertiaire privé, il y a ce décret tertiaire-là, il concerne à la fois le propriétaire et l'utilisateur, puisque comme c'est une obligation de résultat, ce résultat-là, il s'obtient en activant différents leviers. Les leviers dont on parlait, ces deux messieurs, toute l'amélioration de l'enveloppe, l'amélioration de la production, donc le travail sur le vecteur énergétique et la source, mais aussi sur les usages, le pilotage des installations, leur régulation, l'asservissement des équipements à l'occupation,
tout ce qui va être relevé de la maîtrise des conditions d'ambiance, consignes, des réduits, voilà. Et tout ça, ça va dépendre plutôt de l'usager, du comportement de l'usager et du gestionnaire de bâtiments, et puis tout ce qui va relever plutôt de l'isolation ou du changement de vecteur énergétique, ça va être plutôt un investissement qui sera supporté par le propriétaire des murs. Donc c'est une conjugaison à la fois je dirais d'un effort partagé entre le propriétaire et l'utilisateur. Le résultat en bout de ligne, il dépendra de la conjonction de ces deux facteurs-là, qui vont être le dosage entre ces entre ces leviers-là dépendra beaucoup de l'état initial du bâtiment, dépendra beaucoup de la destination du bâtiment, de l'usage. Je sais pas, un bâtiment d'enseignement par exemple, les 3/4 encore, c'est de la consommation de chauffage. 70%. Donc on va beaucoup travailler sur l'isolation du bâtiment et le vecteur. Un bâtiment à usage de bureau, maintenant, vous avez à peu près la moitié des consommations qui sont des usages spécifiques de l'électricité, c'est-à-dire ceux que seule l'électricité peut assurer. Donc là, vous allez plutôt travailler sur l'isolation, certes, mais aussi, il vous faudra réduire aussi les consommations d'électricité pour l'informatique, pour l'éclairage et tous les autres usages. Comment l'ADEME, justement, elle accompagne aujourd'hui les entreprises à relever ces défis ? Alors nous, on s'est concentré, on a beaucoup eu de programmes d'accompagnement sur le tertiaire public, les équipements publics. Et puis là, depuis 2 ans, on a développé une offre pour le secteur tertiaire privé. Donc pour les entreprises, on cible les PME, TPE et PME, en leur proposant, en fonction qu'ils soient assujettis ou pas au décret tertiaire, une offre d'accompagnement de l'audit énergétique jusqu'au financement de l'ingénierie de réalisation, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc on a un partenariat avec BPI, la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement, avec le financement de l'ADEME, va pouvoir financer des audits pour les assujettis. Nous, on va pouvoir financer directement les audits énergétiques des bâtiments qui ne sont pas assujettis, en couplant cet audit-là à une première phase d'accompagnement pour mettre en œuvre toutes les actions à temps de retour rapide qui sont faciles à mettre en œuvre. Et ensuite, l'idée, c'est que vous passiez par un audit énergétique BPI ou pour les non-assujettis par l'ADEME, c'est qu'on puisse leur proposer de les aider à mettre en œuvre un scénario de travaux plus ambitieux qui correspond plus ou moins à de la rénovation globale. Je dis plus ou moins parce que tout à l'heure, les exemples que je citais, le dosage, l'isolation, équipement, va être en intégrant des énergies renouvelables. Ce dont on n'a pas trop évoqué tout à l'heure, mais on pourra en dire un mot si on a un peu de sur temps. les énergies renouvelables ? Oui, parce qu'on peut décarboner aussi avec des énergies renouvelables thermiques. Je pense à la biomasse, énergie, on va y venir. La géothermie, la pompe à chaleur géothermale. Voilà. Et donc voilà. Donc cette maîtrise d'œuvre, cette ingénierie, c'est un peu la garantie d'avoir des travaux qui soient bien conçus, qui soient bien prescrits, qui soient bien réalisés par les entreprises, bien réceptionnés et pris en main par les usagers. Et c'est cette intelligence-là, entre guillemets, que nous, on va financer, subventionner. Et c'est justement, notre idée, c'est d'intéresser des PME, des chefs d'entreprise, à ne pas aller trop vite sur du démarchage d'entreprises qui voudront leur vente des pompes à chaleur. Cet exemple, parce que c'est un peu le gros sujet. Et le classique, comme vous dites, et que d'avoir une vision un peu globale, un peu prospective sur son bâtiment, sur son outil de production, et voilà, donc en recourant à cette ingénierie-là qu'on peut financer. Yann Noblet, Hakim Amadou a fait la transition sur le biogaz et éventuellement l'hydrogène. Alors c'est des énergies qu'on appelle gaz vert. On en est où dans l'utilisation de ces énergies, que ce soit aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire ? Oui, alors effectivement, au sens large, on appelle ça des gaz verts.
parce que certains sont renouvelables, d'autres simplement en décarbonation. Aujourd'hui, même si l'hydrogène, c'est un sujet, on voit bien que c'est un sujet à la mode, hein, qui intéresse beaucoup les politiques notamment, est en cours de développement. Enfin, il ne faut pas attendre de l'hydrogène une solution miracle. Voilà, une solution rapidement mise en œuvre pour décarboner. Et en plus, ce serait pour des usages bien spécifiques. Parce qu'en fait, l'hydrogène a une efficacité énergétique quand même moins intéressante que le biométhane, par exemple. Et on ne sait pas encore forcément le produire de manière totalement verte. Alors si, on sait comment le produire de manière verte, simplement on ne sait pas le produire de manière verte à des coûts qui soient acceptables, quoi. Surtout en ce moment. Oui. Donc voilà, bon, c'est un sujet, mais il n'est pas pour nous au premier plan, même si on répond à des appels d'offres pour des pilotes de transport d'hydrogène notamment. Alors, GRT Gaz, des gros projets, un des projets phares qui s'appelle Barmed, qui en fait va transporter de l'hydrogène entre Barcelone et Marseille, voilà, bon, qui a vocation à créer un hub européen qui ira jusqu'en Allemagne. Voilà. Bon, et qui pourra servir au chauffage notamment ? Alors, principalement, non. Dans un premier temps, l'hydrogène a plutôt vocation à servir le transport aérien, notamment. Voilà. Et puis l'industrie qui parfois en fait un usage direct, c'est-à-dire a besoin de la molécule directement pour ses process. Donc c'est plutôt comme ça qu'on l'envisage dans un premier temps. Et peut-être le transport lourd de marchandises, voilà, les camions par exemple, auront vocation peut-être à utiliser l'hydrogène. Un mot encore, vous vouliez dire l'hydrogène c'est bien, mais c'est surtout le biométhane. Le biométhane, aujourd'hui. Donc le biométhane, c'est le process principal aujourd'hui de production de biogaz, qui se fait par dégradation des matières organiques, alors principalement les matières agricoles, l'industrie agroalimentaire, et puis un sujet qui est d'actualité, les biodéchets, c'est-à-dire les déchets ménagers. Voilà, donc le principe est simple, on met ces déchets dans un environnement clos, dans lequel on enlève l'air, ce qu'on appelle en anaérobie. On met les bactéries dans cet environnement, et en digérant la matière, ces bactéries créent la molécule de CH4, donc de méthane. Voilà, exactement comme le ferait un estomac animal ou même humain. Donc on a compris l'image. Ensuite, on met le feu à ce gaz et ça fait du chauffage. On l'injecte dans le réseau. Okay. On l'épure parce qu'il est quand même, il n'est pas pur. Il y a du CH4, mais il y a d'autres gaz avec. Donc on l'épure et on l'injecte dans le réseau. Et ensuite, il est consommé exactement comme la molécule de gaz naturel. Voilà. Et on lui associe une garantie d'origine pour pouvoir le tracer, pour pouvoir dire, voilà, il y a telle quantité qui a été produite. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on est à une douzaine de térawattheures de production à l'échelle nationale, ce qui représente à peu près deux EPR. Quoi. Voilà. Quel type de solution, justement, GRDF teste en ce moment Hakim Amadou a beaucoup parlé de l'action auprès des collectivités. Vous êtes aussi en partenariat avec notamment Lyon Métropole Habitat, c'est ça ? Oui, alors peut-être plus largement sur les collectivités locales, enfin en tout cas les acteurs du tertiaire. On accompagne beaucoup les acteurs du tertiaire. Alors principalement les collectivités locales. Donc ça fait le pendant avec ce que l'ADEME peut faire pour les PME par exemple. On accompagne beaucoup les collectivités locales dans un triptyque bien connu puisqu'il a été développé principalement par Négawatt, sobriété, efficacité énergétique et renouvelable. Voilà, donc dans sobriété, on les accompagne à faire la chasse au gaspillage. Donc on leur donne accès, on leur permet d'accéder à leur consommation d'énergie et gaz à des échelles distinctes pour des usages bien spécifiques. Et on a un regard particulier sur des bâtiments qui ont une consommation erratique ou anormalement élevée pour un usage qui n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà. Ensuite, on les accompagne dans l'efficacité énergétique et c'est là où on commence à prescrire les systèmes hybrides en général. Quand on parle de système hybride, on parle beaucoup, nous, d'associations de systèmes gaz avec des packs élec, mais on peut faire l'hybridation avec du bois, avec du solaire thermique, avec de la géothermie. Voilà. Donc tous ces systèmes hybrides, on les prescrit. En tout cas, on a une expertise chez nous sur l'efficacité énergétique pour pouvoir accompagner des rénovations avec ce type de solutions qui permettent
d'obtenir des résultats, notamment dans le décret tertiaire. Voilà. Et ensuite, le troisième volet, c'est la consommation d'énergie renouvelable. Ce biométhane en question, on permet aux collectivités locales de s'en saisir, parce qu'il existe plein de mécanismes de fléchage gaz vert ou d'achat de gaz vert qu'on explique aux collectivités locales pour qu'elles puissent s'en emparer le plus facilement possible et le plus directement possible. Et là, vous testez en ce moment on teste deux choses. En fait, en ce moment, on accompagne la ville de Lyon, par exemple, qui a des grosses ambitions de décarbonation de ses consommations, à la fois sur le volet sobriété et rénovation, avec paquet bride notamment, et puis sobriété avec les données de consommation, et puis le volet consommation de gaz vert, avec un modèle de fléchage un peu nouveau, alors, qui est connu des électriciens, on appelle ça le PPA en électricité, et en gaz, on parle de BPA. En gros, il s'agit. Qui veut dire quoi ? Il s'agit. Alors, c'est un acronyme anglais qui veut dire Biogas Purchase Agreement. Ça veut dire simplement signer un contrat directement avec un producteur d'énergie renouvelable. Okay. Voilà, c'est ça le principe. Et là, la ville de Lyon, vous l'accompagnez donc pour ces bâtiments, les bâtiments de la ville, la municipalité. C'est ça. Et dans cette recherche de BPA notamment. Alors, on n'accompagne pas que la ville de Lyon, on accompagne aussi la métropole. Puisque, bon, vous le savez peut-être, la métropole va produire du gaz vert à partir des stations d'épuration de Pierre-Bénite et de Saint-Fond. D'accord. Toute cette production, elle va chercher à la flécher vers des consommateurs locaux. Voilà. Donc on l'accompagne là. Alors on parle plutôt d'autoconsommation collective étendue en gaz. Pareil, ça existe en électricité, tout le monde connaît ça. C'est notamment utilisé beaucoup pour la production de photovoltaïque. Voilà. Et alors on attend encore des décrets d'application qui vont permettre d'y voir un peu plus clair sur la manière dont on pourra mettre ça en œuvre. Voilà. Okay. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Ok. On va redire un mot juste sur les copropriétés. Alors, simplement avant, pour terminer sur les collectivités, Sébastien Caté-Wagner, l'Agence nationale de l'habitat, elle a aussi un rôle important auprès des collectivités parce qu'elles-mêmes, elles peuvent être moteurs auprès des copropriétés pour réussir le défi de la rénovation. Quels sont vos liens justement à l'ANA avec les collectivités ? Comment vous les accompagnez également ? Alors, l'ANA est une agence déconcentrée, c'est-à-dire que ses pouvoirs soient donnés au préfet du département, soit directement à la collectivité. Et par exemple, pour le Grand Lyon Métropole, c'est Lyon Métropole qui a les compétences ANA. Donc, c'est elle qui décide des interventions ANA qui doivent avoir lieu. L'ANA n'intervient pas comme ça sur un territoire sans l'accord de la collectivité locale. Donc, c'est quelque chose à bien prendre en tête. En fait, c'est Lyon Métropole qui dirige la politique ANA sur son territoire. Et c'est elle qui lance les différents dispositifs qu'à l'ANA, et je vous laisserai regarder le guide dédié pour la rénovation énergétique copropriété. Donc on peut le retrouver dehors à l'accueil, tout à fait. Et c'est Lyon qui décide là où il faut intervenir, là il faut axer, on va dire, les interventions copropriété. Donc que ce soit de la copropriété en difficulté, où je peux citer Vaux-en-Velin ou Villeurbanne, où on a des difficultés, et donc là des opérations massives à destination de ces copropriétés dites en difficulté ou dégradées selon la terminologie de chacun. La rénovation énergétique par des dispositifs aussi ANA, donc MaPrimeRénov' copropriété, où c'est Lyon Métropole qui instruit les dossiers, qui accompagne en lien avec l'ALEC, donc le CFR, l'espace France Rénov' local, et les différents opérateurs qui sont aussi locaux. Et c'est aussi tout ce qui est observation des copropriétés. Donc c'est un observatoire de la copropriété où on regarde l'évolution des copropriétés, qu'elle soit sa santé financière, sa santé technique, sa santé énergétique, au fil du temps pour voir s'il faut agir le plus en amont possible. On parlait tout à l'heure des consommations excessives. Il y a ce regard-là qui se fait dans plus en plus de collectivités, que ce soit dans la consommation d'eau, mais aussi des partenariats avec Enedis ou GRDF. Tout dépend aussi de type de partenariat, pour voir aussi les surconsommations qu'il peut y avoir en copropriété. Donc c'est vraiment un donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est des contrats qui sont signés avec la collectivité locale, et c'est elle qui est compétente des politiques de l'habitat privé sur son territoire. Et pour toutes les collectivités, c'est comme ça. Et justement, dans cette politique de l'habitat privé, il y a quand même une question primordiale pour les copropriétés, c'est que, vous l'avez dit en préambule, le vote d'une rénovation thermique est soumis en Assemblée générale des copropriétaires, et c'est souvent là que ça coince. Quels arguments vous pouvez donner aux syndics ou aux copropriétaires eux-mêmes pour s'engager dans cette rénovation thermique qui est souvent coûteuse pour eux ? Chaque copropriété est différente. Donc chacune, en fait, a son histoire et aura des arguments différents pour la faire basculer en rénovation énergétique. Par contre, ce que je peux dire, c'est d'être bien accompagné dès l'amont du projet.
C'est-à-dire de ne pas le faire en un travaux qui est en cours et tout d'un coup on se pose la question. C'est en amont du projet, d'où la LEC de Lyon et l'espace France Rénov', d'aller voir, de contacter et de voir les besoins de la copropriété. Donc de diagnostiquer les besoins de la copropriété pour voir quels travaux on peut lancer. Il faut savoir passer d'une gestion, on va dire, courante d'une copropriété, l'assemblée générale annuelle, etc., à une gestion projet. Projet de rénovation globale, en fait, c'est quelque chose de dur, de long et de coûteux. Donc il faut se mettre à la place des copropriétaires où chacun a ses envies de rester copropriétaire ou pas. On peut avoir quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, donc le logement ne lui convient plus, donc lui, tout ce qu'il veut, c'est partir et moins investir possible derrière. Je pense aux personnes âgées, comment elles vont rendre leur patrimoine en fait, à leurs enfants suite aux successions. Est-ce qu'il y a un besoin de cette rénovation? Il y a l'idée de valeur verte qui devient de plus en plus forte quand même dans les immeubles. Certes, ça ne se vend pas plus cher, mais ça se vend plus vite aujourd'hui quand on a un immeuble qui est bien rénové. Et c'est tous ces arguments-là qui vont répondre à chacun en fait, des copropriétaires, parce qu'en fait, c'est une mini-démocratie. Il faut convaincre chacun des copropriétaires pour voter, pour faire basculer ce vote. Et il y en a qui sont plutôt sur la situation financière, le plan de financement, d'où l'aide MaPrimeRénov' copropriété, l'aide des collectivités, notamment d'Éco-Rénov' de Lyon Métropole. D'autres qui vont être sur quel type de travaux, notamment est-ce que ça va être des matériaux biosourcés. Il y a de plus en plus de gens qui ont ce regard-là, de comment je vais vivre pendant les travaux, parce que vivre en travaux, des travaux en milieu occupé, c'est quand même difficile, et surtout quand on rentre chez soi. Et c'est ça qui est le plus dur dans l'habitat privé, c'est que c'est toujours en milieu occupé, c'est pas de la construction neuve. Et ça, il faut le faire accepter par les propriétaires, mais aussi par les locataires, qui n'ont rien demandé au demeurant et qui subissent aussi ces travaux. Et c'est cette mini-démocratie qu'il faut savoir passer en gestion de projet. Donc c'est assez long. En moyenne, c'est pour une copropriété qui va bien, c'est 3 à 4 ans entre la réflexion du projet et la réalisation des travaux. Et pour les copropriétés où il y a plus de difficultés, notamment un manque de conseil syndical peu présent ou pas moteur, on peut aller jusqu'à 8 ans avant que le projet de rénovation se fasse. Avant qu'il aboutisse. Oui. Ça, vous le voyez oui, assez fréquemment. On le voit très bien. D'accord. Oui. Justement, quel type de travaux sont éligibles, on ne l'a pas dit, dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété? Alors, dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, l'objectif, c'est faire 35% de gain énergétique. Si vous êtes dans ces 35% de gain énergétique, tous les travaux sont éligibles, et les travaux induits. Je donne des exemples. Donc, j'ai besoin de faire une isolation de mes façades. J'en profite pour retirer mes gouttières, l'eau pluviale. C'est aussi éligible de changer ces eaux pluviales. J'ai besoin de revoir ma trappe de désenfumage parce qu'elle est plus adaptée à l'isolation de ma toiture. Elle est aussi éligible. Donc c'est vraiment tous les travaux qui permettent l'économie d'énergie, mais tous les travaux induits du bâtiment. Et ça, ça nous paraissait essentiel en fait, de répondre à ces travaux-là. Je pose du marbre dans l'entrée de ma copropriété, de partout. Alors là, on vous dira non tout de même, parce que c'est ce qu'on appelle de l'embellissement. Donc ce qui dépend de l'embellissement, c'est pas les retenu. travaux induits, c'est les travaux qui sont essentiels pour que la copropriété continue à vivre dignement. Et les eaux pluviales, l'électricité de la porte, parce que ça peut arriver que je suis obligé de refaire l'électricité, le câblage qu'il peut avoir sur les façades cours, en fait, tout ça, c'est des travaux qui sont induits parce qu'ils sont nécessaires pour faire des bons travaux de rénovation énergétique. Il y a un point sur le financement qu'on n'a pas abordé au-delà de MaPrimeRénov' copropriété, c'est l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro. En quoi consiste ce prêt? Comment la copro peut-elle s'endetter pour financer ces travaux de rénovation? Alors l'éco-PTZ ne marchait pas, ou très peu, ces dernières années. Vous me direz, hein, peut-être qu'au niveau lyonnais, ça marche mieux, parce que c'est un dossier très dur à monter. En fait, c'est une multitude de dossiers individuels avec des travaux qui étaient différents par rapport aux aides de l'État, par rapport à la TVA. Donc c'était hyper compliqué pour tous les C'était au syndic de monter ce... Oui, et donc en gros, il avait besoin d'une ingénierie financière. Et encore, l'ingénierie financière avait du mal à monter le dossier. Et le plus souvent, ce que vous dit un syndic, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. Je caricature, mais en gros, c'est un peu ça que vous diront les syndics. Et en fait, il y a le projet de simplifier cet éco-prêt, où en gros, pour MPR copropriété, c'est-à-dire qu'il y aura un éco-PTZ MPR copropriété, où c'est juste la notification de l'ANA qui vous permettra d'avoir l'éco-prêt. Et donc les banques n'auront même plus besoin de regarder les devis des entreprises, etc. Et c'est ça qui fera l'éco-prêt. Donc il y a une simplification qui est en train de se faire. Un premier décret est passé l'année dernière, un autre décret va passer cette année. En fait, il suffira juste de la notification de l'ANA pour bénéficier de l'éco-PTZ. Et comme ça évitera aux banques aussi d'instruire tous les dossiers et de vérifier si tels travaux sont éligibles. Donc là, a priori, sur 2024 et les années qui viennent, ça devrait fluidifier. Je bois ma tête parce qu'on a aussi besoin des banques qui vendent aussi ce produit-là, hein, parce que c'est les banques qui le font. Et aujourd'hui, très peu de banques font des prêts à destination des copropriétés. Je peux les citer puisqu'elles sont que deux, qui sont la Caisse d'épargne Île-de-France qui fait ça nationalement et Domo Finance qui le font nationalement. Domo Finance ? Domo Finance, oui, une filiale de EDF, si mes souvenirs sont bons, et de BNP Paribas. D'accord. En fait, les autres banques, c'est soit au niveau régional, donc vous avez du Crédit Mutuel de temps en temps qui fait des prêts,
mais en fait, on a besoin de plus de banques qui font des prêts à destination des copropriétés. Et aujourd'hui, c'est vraiment une denrée rare. Et ces prêts, ils peuvent aller jusqu'à quel montant ? Ils auront même plafond que MPR copropriété, donc jusqu'à 25 000, voire 40 000 dans certains cas. Et surtout, la problématique de l'éco-PTZ, c'est qu'ils prenaient que les travaux de rénovation énergétique. Demain, ils pourront prendre les travaux induits. Et au-delà, après, il faut s'endetter sous la forme d'un prêt classique. C'est ça, en fait, c'est au choix de chacun des propriétaires, parce que vous avez des propriétaires qui peuvent avancer les fonds, donc ils ont toujours le droit d'avancer. Et ceux qui ne peuvent pas avancer les fonds pourront bénéficier de cet éco-prêt. D'accord. Merci à tous les trois pour vos interventions et vos éclairages. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Monsieur a une question, si on peut lui passer un micro. N'hésitez pas, en tout cas, profitez-en. Donc, je rappelle qu'on a l'Agence nationale de l'habitat, l'ADEME et GRDF avec nous sur scène. Monsieur, votre question. Oui, il faut rénover vite. Pourra-t-on rénover bien ? Est-ce que la filière du bâtiment est prête pour ça ? Alors, qui veut bien répondre ? On n'a pas de représentant de la filière du bâtiment là. Sébastien Caté-Wagner, peut-être ? Je ne parlerai pas au nom de la CAPEB et de la FFB. Je ne me permettrai pas. Par contre, on voit bien qu'il y a un besoin. Et je vais parler agence publique ANA, où on a besoin aussi de monde, notamment dans les espaces France Rénov', dans les instructeurs en métropole, où on cherche beaucoup de monde. Parce qu'en niveau copropriété, on est passé d'une centaine de dossiers par an à peu près 1 millier de dossiers par an. Et ça va faire qu'augmenter. Et donc on voit bien, même nous, on va dire agents publics, on a un fort besoin en fait, de gens qu'on n'arrive pas à trouver. Et je pense que le bâtiment vous dira pareil. Il y avait une forte augmentation en fait, de besoins, donc de salariés dans le monde du travail, notamment du bâtiment. Après, là, on a un petit creux actuellement du fait de la crise immobilière, parce que c'est du fait qu'on déménage, qu'on fait des travaux. Et comme là, il y a moins de rotation dans l'immobilier, donc moins de travaux qui sont en train de se faire dans l'existant. Donc il y a une petite baisse de régime, en tout cas que je ressens côté Paris, mais peut-être que mes confrères me diront l'inverse. Mais oui, on a besoin de recruter massivement, mais on a besoin aussi de former massivement, parce qu'il faut aussi des beaux travaux de qualité. Parce que dans ma prime rénov copropriété, tous les dossiers copropriété sont contrôlés au niveau du chantier à la fin, pas dans une moyen de résultat, mais au moins du bâti bien fait, en lien avec la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est important pour nous, en tout cas, que toute personne qui est cochée ma prime rénov copropriété ait une bonne réalisation de travaux derrière. Dans le tertiaire, pour compléter, alors, de manière globale, il y a les besoins en emploi de la filière bâtiment ont été évalués dans le cadre des scénarios d'équilibre carbone, neutralité carbone 2050, et qui va nécessiter beaucoup plus de rénovation globale. Je crois que le chiffre de la rénovation globale, c'était autour de quelques dizaines de milliers. Il faudrait en faire plus de 100 000, 200 000. Voilà. Bon, donc du coup, forcément... 200 000 par an, c'était l'objectif initial. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises du bâtiment soient plus nombreuses et qu'il y ait plus de moyens. C'est sûr. Alors y compris également sur le développement des énergies renouvelables. Moi, je m'occupe de la filière de la géothermie basse énergie. Rien que pour cette filière-là, par exemple, on estime que pour assurer cet objectif de décarbonation, il faudra multiplier par 4 le nombre de foreurs, par exemple, puisque la géothermie basse énergie, on fait des sondes géothermales jusqu'à 200 mètres et on met des pompes à chaleur qui échangent avec le sous-sol, plutôt que d'avoir des pompes à chaleur air qui échangent avec l'air. Et là, il faut multiplier par 4 pour le nombre de foreurs actuels. Donc toutes les filières, que ce soit sur l'isolation ou les vecteurs énergétiques, vont devoir aussi monter en nombre, mais aussi en compétences, parce que la rénovation globale, la recherche de la performance, c'est aussi des travaux qui sont mieux prescrits, des travaux qui sont aussi... mieux réalisé. Donc, du coup, forcément, ça va avec. Au niveau des obligations, c'est le cas de le dire, on est au pied du mur. Le calendrier fixé par le gouvernement pourra-t-il être respecté ? Qui veut bien répondre ? Alors, d'ici 2050, je pense que c'est faisable. En fait, la difficulté, c'est qu'on a un patrimoine qui est très différent. Vous allez d'une ville à une autre. Donc, ce n'est pas du tout la même pratique qu'on va faire de la rénovation énergétique globale dans le bâtiment collectif. Et tout à l'heure, je vous parlais du Vieux Lyon, parce que c'est assez important de garder aussi le patrimoine.
qu'on a. Et quand on va en Alsace, c'est un autre patrimoine. Quand on va en Normandie, c'est un autre patrimoine. Quand on va en Bretagne, c'est un autre patrimoine. Et donc, on ne peut pas usiner, on va dire, la rénovation énergétique. Il faut s'adapter, on va dire, au bâtiment et à l'existant. Et c'est ça le réel enjeu qui nous permettra d'atteindre les objectifs, on va dire, de rénovation énergétique. Et j'en profite parce que au niveau de l'ANA, on a pensé à ce patrimoine. On lance une expérimentation au 1er janvier de cette année pour 3 ans, à destination de ces patrimoines de centres anciens, donc de moins de 20 logements, pour faire des rénovations énergétiques, on va dire, du mieux qu'on peut au niveau du bâtiment, sans même atteindre les 35% de gains énergétiques. Et ça, c'est une volonté de faire en fait, le maximum possible à l'échelle du bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atteindre les accords de Paris? Comme je vous disais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles. Atteindre l'étiquette D, ça sera déjà très bien. Et c'est comment on arrive à le faire. Et cette expérimentation se fait en lien avec les collectivités locales. Je pense à Lyon Métropole qui a délibéré il y a peu. J'espère que Lyon Métropole va délibérer aussi sur cette expérimentation pour son centre ancien. Mais en tout cas, c'est la volonté de tous, et en premier lieu des collectivités locales, qui sont pour moi la fer de lance en fait, de la rénovation énergétique du bâtiment. Et ça ne peut pas venir que d'en haut et du descendant. C'est vraiment au local. Et ce que je constate, c'est quand une copropriété, en tout cas, a fait une rénovation dans son quartier, elle donne envie aux autres copropriétés de se lancer. Et c'est aussi savoir communiquer au niveau local, quand une copropriété a fait sa rénovation, de dire les barrières à l'entrée, les barrières à la sortie. Et ça prend du temps aussi, de convaincre aussi les propriétaires par ce qui s'est passé chez le voisin. Donc des petites visites entre copropriétés, ça pourrait être... Je conseille fortement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Je ne sais pas, une petite précision. Quand la rénovation aura obtenu l'étiquette D et que les normes changeront, est-ce qu'il faudra refaire des travaux au fur et à mesure et empiler les couches d'isolation? Pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur un. Il n'y a pas de visibilité, mais je ferai le truc classique. Un ravalement de façade, normalement, doit se faire tous les 10 à 15 ans. Donc, en fait, il y a toujours des travaux à faire dans un immeuble, surtout dans un patrimoine ancien où les immeubles ont certains siècles, maintenant, dorénavant. En fait, il y a un entretien courant à faire de son immeuble. Et donc, vous aurez toujours des travaux à faire. C'est-à-dire que le ravalement de façade, il sera toujours à faire tous les 15 ans, même là, vous avez fait l'isolation thermique. Tout dépend, vous avez une catastrophe naturelle qui a atteint l'isolant, qui est complètement inondé, etc. Il faudra aussi le refaire. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'entretien qu'il faudra faire, et en fait, de refaire un immeuble entièrement en rénovation énergétique. Après, je laisserai les techniciens plus forts que moi là-dessus. Mais en tout cas, il y a toujours un entretien courant. Donc, vous aurez toujours des travaux à faire tous les 10, 15 ans, de toiture, des réseaux d'eau, parce que le pire ennemi, c'est l'eau dans les immeubles, qui seront toujours à faire. Ouais, alors je rajouterais, votre question, et effectivement c'est une bonne question, parce qu'on peut se poser la question finalement de l'épaisseur d'isolant, de la résistance thermique, quoi, quand on, on réalise l'isolation de sa toiture ou de ses murs extérieurs. Et je pense qu'effectivement le bon raisonnement, c'est d'anticiper ce que vous dites, c'est-à-dire le niveau un petit peu... qui fait foi en termes de niveau de performance énergétique et un peu consensus dans dans la sobriété énergétique et la démarche négawatt, c'est de se rapprocher du modèle de la performance bâtiment basse consommation, rénovation. Donc ça veut dire l'épaisseur d'isolant, vous ne prenez pas de risque si vous isolez par l'extérieur avec une quinzaine de centimètres d'isolant. Vous prenez un plus grand risque si vous mettez 8-10 cm, parce que là, effectivement, vous avez un peu tué le gisement d'économie d'énergie. Vous avez isolé, vous avez fait un peu les 3/4, et puis voilà, il manquait que quelques centimètres d'isolant. Donc les espaces et les conseillers France Rénov' connaissent très bien cela et savent orienter vers les solutions qui permettront de ne pas revenir sur un chantier de rénovation, hormis les suggestions dont monsieur a parlé, qui sont à faire régulièrement, et à pas revenir sur des travaux d'isolation conséquents tous les 10 ans, quoi. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde.